Voyageurs de passage, fraternité, amis, bonjour et bienvenue à l'Assemblée nationale. Nous regardons actuellement le plafond qui a été peint par un certain Delacroix, et Delacroix nous représente ici un orateur au premier plan qui pointe son bras et son doigt vers l'arrière et semble montrer la partie droite du tableau, où on a de représenter des hommes qui portent des objets, qui déposent visiblement les uns après les autres. Alors que se passe-t-il ici sur ce tableau? Eh bien, cet homme s'appelle Cicéron. Il est avocat des Siciliens contre un ancien homme d'État qui s'appelait Verrès et que les Siciliens accusent d'avoir littéralement volé la Sicile entière. Replaçons l'histoire dans son contexte avant de débuter la traduction du discours que Cicéron aurait dû prononcer devant Verrès. Enfin, rentrons dans le détail. Alors, Cicéron connaît la Sicile pour une raison très simple, c'est qu'il y a été en poste au cours de son cursus honorum. Alors le cursus honorum, c'est la succession de ce qu'on appelait les magistratures, c'est-à-dire les postes dans la haute hiérarchie de l'État. Aujourd'hui, une magistrature est spécifique de l'univers du droit, mais à l'époque, c'est simplement le haut fonctionnariat. Et au cours de ses successives magistratures, il occupe le poste dit de questeur dans la Sicile occidentale, dans une ville qui s'appelle Lilybé. Le rôle du questeur était de gérer les finances, mais aussi, et particulièrement dans le cas de la Sicile, il avait d'autres gestions, par exemple l'envoi des blés vers Rome. Alors pourquoi est-ce que c'est important cette histoire d'agriculture? Eh bien parce que la Sicile est le grenier à blé de Rome à cette époque-là. Nous sommes au 1er siècle. L'Empire romain n'est pas aussi étendu qu'on pourrait le penser. César n'est pas encore parti conquérir les Gaules. Et notre cher Cicéron accomplit un travail tout à fait correct. Il occupe ce poste en 76 avant notre ère. Visiblement, il laisse un plutôt bon souvenir chez les Siciliens. Quelques années après, de 73 à 71, un autre homme d'État du nom de Verrès occupe un poste très important, celui de préteur, qui a la responsabilité de toute la province de la Sicile, région riche. Et Verrès, visiblement, en a bien profité, puisque les Siciliens l'accusent d'avoir spolié, d'avoir volé dans les moindres recoins de toute la province. Alors, ils veulent l'attaquer en justice, à cet homme qui était ce qu'on appelait un préteur. On appelle le préteur à cette époque-là. Ils veulent l'attaquer en justice et ils rappellent Cicéron à la rescousse pour les représenter, puisque Cicéron est un avocat de formation, et puis c'est un brillant orateur qui a étudié en Grèce, et donc qui connaît sa rhétorique à tous les points de vue très jeune. Aujourd'hui, nous traduirons un texte de Cicéron, un texte qu'il a écrit pour le procès, mais qu'il n'a pas pu prononcer devant ce cher Verrès, puisque Verrès s'est rapidement enfui. Cependant, Cicéron a imprimé le texte et il l'a distribué dans toute la Sicile. Nous le conservons parce qu'il a tout son intérêt et historique. Il démontre à quel point la parole prend de l'importance avec Cicéron dans le monde politique, et puis il a un intérêt sur le plan grammatical. C'est un texte qui frappe correctement les choses, tout comme l'avocat pointe du doigt pour frapper, en quelque sorte, pour attirer l'attention. Et là, Delacroix, avec ce geste qui va vers l'arrière, finalement, renouvelle cette espèce de ce qui devient un topos dans la peinture et la représentation des orateurs. Il pointe vers l'arrière. Alors, nous en sommes à ce qu'on appelle le 4e discours de Cicéron. Je ne parlerai pas des parties de la rhétorique, de la manière dont on écrit un discours. Là, je vous dis simplement qu'on est au 4e discours de Cicéron et qu'on va directement attaquer la grammaire. Je lis le texte.
Venio nunc ad istius, quam ad modum ipse appellat, studium, ut amici eius morbum et insaniam, ut siculi latrocinium. Ego quo nomine appellem, nescio, rem vobis proponam, vos eam suo non nominis ponere penditote. Genus ipsum prius cognoscite iudices, deinde fortasse non magno opere queretis quo nomine appellandum putetis. Nego in Sicilia tota tam locupleti tam vetere provincia tot oppidis tot familiis tam copiosis ullum argenteum vas ullum correntium aut deliacum fuisse ullam gemmam aut margaritam quidquam exaura ut ebre factum signum ullum aeneum marmoreum e burneum nego ullam picturam neque in tabula neque in textili quin conquisierit inspexerit quod placitum sit abstuleret. Magdum videm dicere, attendite etiamque ad modum dicam, non enim verbi neque cremis augendi causa complector omnia, cum dico nihil istum eius modi rerum in tota provincia reliquisse. Latinem mescitote non accusatorie loqui, etiam planius nil in aedibus cuiusquam ne in hospitis quidem, nil in locis communibus ne infanis quidem, nil apud siculum nil apud civem Romanum denique nihil istum quod ad oculos animumque acciderit, neque privati, neque publici, neque profani, neque sacri, tota in Sicilia requisse. Quel est mon horizon d'attente pour un texte pareil quand je dois le traduire? Je sais que c'est un orateur qui s'adresse à d'autres personnes au tribunal. Je m'attends à ce que l'orateur parle en son nom. Je m'attends finalement comme personne à la première et à la deuxième personne déjà, ou aux premières et aux deuxièmes personnes, si on prend le singulier et le pluriel, bien. Je m'attends à des déictiques, c'est-à-dire à des éléments qui placent dans l'espace, qui placent dans le temps. Et effectivement, on a une histoire de vol. Alors vous avez peut-être repéré des termes que vous connaissez, des termes sur l'or, sur l'argent. On a effectivement ce qui ressemble à des énumérations. On a des groupes prépositionnels qui localisent, in sicilia tota, etc. Voyons voir la première phrase. Venio nunc ad istius, quam ad modum ipse appellat studium, ut amici eius morbum et insaniam, ut siculi latrocinium. Ego quo nomine appellem nescio, rem vobis proponam, vos eam suo non nominis ponere penditote. Alors, ici, je vais pouvoir trancher certainement en deux, avec une première phrasée et ensuite une deuxième. On fait comme d'habitude, on prend ses crayons de couleur, on repère les verbes, on repère ce qui nous saute aux yeux, hein, c'est-à-dire les verbes, et puis les pronoms, et tout ce qui sert de conjonction, de pronoms relatifs, tout ce qui ressemble à une subordonnée, etc. Je suis servi en termes de verbes. Hein. J'ai déjà venio au tout début, j'ai des adverbes que je connais, nunc ici, j'ai des pronoms, je repère ego, hein. Je repère ego, je repère vos, donc moi, vous, je repère des anaphoriques, hein. Istius, ipse, eius, donc visiblement, parce qu'il parle de Vérès aussi dans ce texte-là. Et puis, j'ai ce out. Ce out, alors là, les valeurs du out,
C'est quelque chose qui déstabilise au début, mais ce sera très simple cette fois-ci. Quand j'ai fini de tout colorier, je fais un découpage. Je me retrouve avec Wen Yununk, j'en viens. Je me retrouve avec des accusatifs, donc une succession d'accusatifs ici, qui sont séparés visiblement par des propositions introduites par Kwemad Modum, par Out, oui voilà, Out et Kwemad Modum. Bien, dans cette première partie. Puis dans la deuxième partie, que nous verrons plus tard, le narrateur en revient, ou l'orateur en revient à lui, ego. Et puis il y a un balancement, il parle de lui, ego, et ensuite was, wobis. Bon. On reste sur cette première phrase. Wenyo, qui est un verbe de la quatrième conjugaison. Voilà, j'ai mis quelque chose ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit mixte, même au mer d'or, c'est l'excuse que je sors à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, alors que c'est une grossière erreur. C'est la quatrième conjugaison, toute simple, sur audio. Bon là, ça pose pas de problème, hein, c'est vraiment la forme la plus simple possible et imaginable, celle du dictionnaire. Wenyo nun, que verbe principal, j'en viens donc, qui est j'en viens maintenant, excusez-moi. When you add is to studium. La construction when you add signifie en venir à quelque chose qui a un sens spatial, mais qui aussi, dans le discours, a le sens de changer de thème ou de replacer le sujet de la discussion. Je reviens donc à. Nunc est un adverbe qui veut dire maintenant. Pour la culture générale, sachez que nunc vient d'une une particule temporelle, num, que vous avez dû voir lorsque vous avez étudié la manière dont on pose des questions en latin. Bien. Eh bien, nunc, ce num en fait, va prendre ici un suffixe que, un suffixe déictique que. Il va se spécialiser en nunc, ce qui signifiera ce qu'on va traduire par maintenant. Alors que le num va continuer de subsister en parallèle à ce nun que nous venons former, il va se spécialiser dans les questions. Okay. Et on retrouve une étape, une période pendant laquelle on a des questions de type, alors ça je l'ai pris, je ne sais plus où, malheureusement, je devrais vous le dire, c'est pas bien du tout de ne pas vous donner les références. Je l'ai pris dans la comédie italique, Num quid vis. Je pourrais me contenter de dire quid vis, que veux-tu, que souhaites-tu, mais à l'époque, on peut à l'oral prononcer des phrases de type Num quid vis, qu'on traduira par alors, que veux-tu? Bon. Qui est une étape intermédiaire, hein, où le Num perd de sa valeur, enfin, il est dans une espèce d'entre-deux, entre la question, la valeur temporelle. Peu importe. When you nun, que j'en viens maintenant ad, à quoi? Adistius studium, le studium qui a donné étude, c'est d'abord le zèle, la passion pour quelque chose. Il aura une spécialisation postérieure de passion pour l'étude. Je précise que studium a pour complément un génitif. La passion de quelqu'un pour quelque chose, sa passion pour quelque chose, eh bien, la discipline en question sera au génitif. Alors que le verbe studeo, qui signifie s'appliquer à quelque chose, a un complément au datif. Bon, on a dû déjà voir que lorsqu'un verbe prend un préverbe, il faut faire très attention parce que le cas du complément change et qu'en plus, le préverbe utilisé peut être trompeur. Et bien là, c'est un peu la même chose. Quand on passe d'une classe grammaticale à l'autre, du nom au verbe, on a des compléments qui changent. Et c'est la première chose qu'on regarde dans le dictionnaire. C'est même quasiment plus important que la traduction. Bon, j'en viens à la passion, studium, istius. Istius, c'est le pronom démonstratif iste, ista, istud. C'est un anaphorique
qu'on qualifie de deuxième personne, c'est-à-dire qu'il a le sens de deuxième personne dans un discours entre deux hommes, et que dans ce cas particulier, il a un caractère vraiment péjoratif quand il est employé dans une accusation, surtout dans la rhétorique dite judiciaire. Donc, si je traduis très naïvement, je dois traduire par «j'en viens maintenant à sa passion», mais si je prends en compte les subtilités grammaticales du latin, je dois traduire par «j'en viens maintenant à la passion de ce type». D'accord? Istius est au génitif, il a ce ius si caractéristique du génitif, et il est utilisé pour marquer la possession. J'en viens donc à la passion de ce type, très péjoratif, très dur. La passion de ce type, quem ad modum ipse appellat. Quem ad modum qu'on traduira par comme, par ainsi que, qui introduit une proposition subordonnée comparative. Comme, ainsi que, et le out d'ailleurs, je vais le dire tout de suite, les deux out qui sont en dessous ont la même valeur. Cette fois-ci, à la place de iste et ista istud, j'ai ipse, ipsa, ipsum, le verbe appellat. Appellat, qui a donné appeler, mais qui est fréquemment employé pour nommer ou donner le nom de. Ipse est un pronom démonstratif, réfléchi, c'est-à-dire qu'il renvoie normalement au sujet, et qu'on va traduire du coup par lui en personne, c'est un type de traduction, ou par lui-même. Il n'a pas de spécificité de première, deuxième, troisième personne comme pour le iste, ista, istud. Bon. Et il a souvent une nuance, par contre, d'opposition. Alors, ici, je vais traduire par j'en viens donc à la passion de ce type, comme il le dit lui-même, comme il l'appelle lui-même, comme il le dit en personne. Je peux le traduire comme ça. En dessous, je vous ai mis un petit point sur le vocabulaire. Alors quem ad modum, je l'ai déjà, je crois, expliqué sur la vidéo sur César, mais je vais le redire très rapidement. C'est une locution figée qu'on peut construire sous la forme ad quem modum, avec ce modus qui désigne la mesure et qui va prendre le sens de manière. Et ce modus, on le retrouve dans des locutions figées, comme l'adverbe intensif ad modum, qui veut dire tout à fait. C'est l'idée de mesure pleine, complète, voilà, tout à fait, qui est intensif, ou encore quem ad modum, qui désigne la manière, donc le comme, le ainsi que, qui est une manière de dire en quelle mesure, finalement. Bien. C'est le quomodo qui va triompher en France, le quomodo, et qui va devenir comme. Le verbe appello de première conjugaison est formé sur a, depello, pour premier sens d'adresser la parole à avec un accusatif, et comme je vous l'ai dit, il peut vouloir dire donner à quelqu'un le nom de quelque chose avec deux accusatifs. Deux accusatifs, par exemple, appello aliquem regem, ok? Je donne à, on va dire Marcus, appello Marcum regem, je donne à Marcus le nom de roi. Si je prends l'expression française, je me dis, oh, ben il doit y avoir un datif en latin, et puis ici un génitif. Non, non, on a deux accusatifs. On a un double accusatif. Autre piège de la transitivité dans les traductions. Alors, continuons avec cette deuxième partie dont la subordination ici, et surtout dans les compléments d'objet du verbe. Je repère morbum et insaniam, avec finalement, comme d'habitude, des éléments sous-entendus en latin. Il faudrait que je dise veniu nunc ad istius morbum et insaniam. Mais le latin ne répète pas. Et donc si je faisais une traduction complète, je dirais morbus, qui a donné morbide, c'est la maladie. Morbide, je rappelle, n'est pas synonyme de mortel. En français, morbide, c'est ce qui a rapport à la maladie. Insania, insania, qui a donné folie ou démence, qui en latin vient de
sanus, sanus l'adjectif voulant dire saint, qui est fixé avec insanus, l'inverse, et qui, en français pas si lointain, était conservé sous la forme de insan qui a tendance à revenir, mais par l'anglais. C'est assez étonnant. Mais tout ça vient du latin au départ. Insania, qu'on traduit par démence, par folie. Alors, j'aurai à ce moment-là, j'en viens donc à la maladie et à la folie de ce type, ut, qui a le même sens que quemadmodum. Voici, voilà, hein, une blague qui ne fait rire que moi, ut est comme quemadmodum, et qu'on traduira ici par comme amici eius, les amis de lui. Oh, excusez-moi, j'ai cliqué. Les amis de lui l'appellent. Les amis de lui. Eius est le pronom démonstratif icéaïde de troisième personne. Il n'est pas un pronom réfléchi. Donc ça n'est pas lui-même qui parle. Hein. Ici, ipse renvoyé au sujet du verbe. Appelle là, ça c'était Vérès qui parlait. Quand je parle du sujet, c'est le sujet dans la proposition ici. Donc ipse renvoyé au sujet. Et là, cette fois-ci, eius ne renvoie pas au sujet de la proposition, parce que ceux qui donnent le nom de maladie et de folie, ce sont ses amis, ce sont les amis, amici et eius, ne renvoyant pas à amici, il renvoie donc à notre cher Vérès. Sinon, si j'avais employé ipse dans cette subordonnée, j'aurais dit les amis eux-mêmes, ou les amis en personne. Là, comme les amis de Vérès l'appellent. Enfin, troisième élément, Venionunc adistius latrocinium, j'en viens donc à son larcin, c'est-à-dire à son brigandage. Vous avez le verbe latrocinor, je le pose comme ça. On parle précisément de vol, ce qu'on appellerait aujourd'hui un vol à main armée, donc un vol exécuté avec une arme ou un vol exécuté par force. Sachez que l'atrocinium au départ a le sens de service militaire, on le retrouve chez Plaute dans ce sens-là. Donc on a une idée, avec ce radical, avec cette racine, une idée d'action armée finalement chez les Romains. Je ne sais pas si l'un vient de l'autre ou si les deux sens viennent d'un sens primordial, si je puis dire. Donc j'en viens donc au larcin de ce type, hein, au brigandage, on pourrait dire, au brigandage de ce type, ou comme Siculi appellant, les Siciliens l'appellent. Ego, moi, on pourrait même forcer un peu, quant à moi, pour ma part, d'habitude, il faudrait trouver ego autem pour pouvoir dire ça, mais pourquoi pas, on peut forcer un petit peu. Moi, quant à moi, nescio, quo nomine appellem. Alors, nescio, on s'arrête un petit peu dessus. Dans nescio, vous reconnaissez schio. Schio, qui est le verbe savoir. Dans le dictionnaire nescio, je trouve nescio, nescis, nescire, nescivi, nescitum, qu'on va traduire par je ne sais pas. Nescio, je ne sais pas. Quo nomine, qui est à l'ablatif, et appellem, le même verbe que tout à l'heure, mais cette fois-ci avec un E. Appellem, je remonte un petit peu, est un verbe de la première conjugaison. Appello, appella, s'appella, reappella, oui, appellatum. Et là, pour autant, je me retrouve avec un E. C'est donc qu'il est au subjonctif. Excusez-moi pour les bruits de déglutition. Il est donc au subjonctif. S'il est au subjonctif, c'est certainement qu'il est dans une proposition. Et je repère, tiens donc, ce quo qui est ici. Je repère un pronom. Le pronom quo. Donc j'ai un verbe principal, nescio, moi, je ne sais pas, et j'ai une proposition quo nomine
appelle avec un subjonctif. Le subjonctif me donne un indice sur le type de proposition. Alors il est possible d'avoir des propositions relatives avec des subjonctifs. Ça n'est pas le cas ici. Ici, on a une proposition interrogative indirecte. Tiens, je n'ai pas... Ah si, je l'ai précisé là, indirect. On a une proposition interrogative indirecte. Les propositions interrogatives et exclamatives indirectes prennent des subjonctifs. Bien. Mon quo nomine est à l'ablatif. Je reviendrai sur ce qui est écrit en dessous, là, des histoires de pronoms et d'adjectifs. Je vais traduire finalement par moi, je ne sais pas par quel nom je le nommerai, par quel nom je l'appellerai. Alors on va faire une traduction un petit peu plus élégante. Quant à moi, je ne sais quel nom je dois lui donner. Je ne sais par quel nom l'appeler. Peu importe. Un petit point sur Neschio et sur ce quo qui est ici. Neschio dans le dictionnaire a un grand nombre d'usages. Il faut connaître ces usages, ils sont très courants. Neschio prend un complément très classiquement avec un accusatif. Par exemple, Neschio artes. Je ne connais pas les techniques, je ne connais pas les arts, quand vous voulez dire que vous êtes ignorant en un domaine, en une discipline. Neschio prend naturellement une proposition infinitive. Pourquoi est-ce que je dis naturellement? Parce qu'il fait partie de la catégorie des verbes de connaissance. Neschio, Eschio, c'est la même chose. Schio vitam esse brevem, je pourrais dire Neschio vitam esse brevem. Je sais que la vie est brève, avec une proposition infinitive qui est complément finalement, qui est une proposition complétive d'objet. Je sais que la vie est brève, le verbe être est à l'infinitif. Et le sujet de la proposition, comme l'attribut, est à l'accusatif, on y reviendra. Vous avez des expressions canoniques de type Neschio, an, venerit. Peut-être est-il venu, je ne sais s'il est venu. On va revenir sur cet emploi particulier avec ce an que vous avez vu dans l'apprentissage des interrogations et qui est utilisé ici, une fois de plus, dans la proposition interrogatif indirecte. Mon venerit est au subjonctif parfait. Pourquoi il est au subjonctif parfait? Parce qu'il y a antériorité de la subordonnée par rapport à la principale. Ici, Neschio correspond à autschio, je ne sais pas. On retrouve une expression typique, Neschio quid, quand on dit un je ne sais quoi. Eh bien, ça vient du latin Neschio quid, et on l'utilisait déjà comme ça. Vous avez un petit cas particulier. Pour ceux qui sont déjà forts dans ce genre de choses, je vous le donne. Les autres, c'est pas grave. Vraiment, si vous ne retenez pas ça tout de suite. Neschio quis venit. C'est la même chose. On devrait avoir la même chose que ce qui est au-dessus. On le traduit par je ne sais qui venu. Mais pourtant, là, j'ai un subjonctif. Là, je n'ai pas de subjonctif. Pourquoi? Parce qu'en fait, quis remplace tout simplement aliquis, qui ne sert pas à introduire les interrogations. C'est un quiz qui est trompeur. Ce n'est pas le quiz que je vous ai mis en dessous, le pronom interrogatif quiz quoi et quod. Donc je me retrouve avec un indicatif. Je ne sais pas, je ne connais pas l'homme qui est venu. Voilà. On n'a pas une question, je ne sais pas qui est venu. C'est un cas très particulier, ceux qui sont déjà avancés dans ce type d'apprentissage peuvent le noter, les autres, vous reviendrez plus tard. Pour les pronoms interrogatifs, eh bien, vous avez quis, quae, quid, qui sert de pronom interrogatif. Pourquoi est-ce qu'on parle de pronom? Parce qu'il remplace pleinement un nom, c'est-à-dire dans sa fonction. Par exemple, dans la question qui est venu, le sujet du verbe être est qui. C'est quis, c'est donc bien un pronom. Parfois, on parlera d'adjectif. Il se décline quasiment de la même manière. En général, c'est le nominatif qui change. Qui, quae, quod. Quand je dis il, je parle des pronoms qui correspondent à des adjectifs, parce qu'il y en a d'autres. Qui, quae, quod, qu'on va traduire par quel. Je ne peux pas dire qui est venu. Qui venit. Je ne peux pas dire ça.
Je peux pas dire ça parce que qui, ça correspond à quel en français. Je vais dire qui ouir, wenit, quel homme est venu. Je peux pas dire en français quel est venu. Je dois dire quel homme est venu. Et le sujet du verbe être, c'est quel homme. D'accord? C'est pour ça qu'on parle d'adjectif à ce moment-là. On continue. Pour ma part, je ne sais pas quel nom lui donner. Wobis. Ce Wobis qui arrive directement en tête de phrase, il a bien choisi. Je le laisse de côté pour le moment. Proponam rem. Proponam, je le cherche dans le dictionnaire. J'ai un verbe de troisième conjugaison qui veut dire placer de devant, qui a un sens spatial comme souvent et qui prend un sens plus abstrait de celui de se représenter à l'esprit. Proponam rem, je vais vous présenter, on va le traduire comme un futur, d'accord? On va le traduire simplement comme un futur proche. Ce n'est pas un subjonctif, c'est un futur de l'indicatif, alors là je vous laisse vous replonger dans vos conjugaisons. Proponam rem, wobis, attendez, j'ai un doute sur la suite, une petite seconde. J'ai un doute sur la suite, sur les pronoms, sur aliquis. Donc je cherche quand même. Non, je sais pas pourquoi. Non, c'était juste ce que je vous ai dit sur aliquis. Alors, je vais vous proposer rem. Le fameux res qu'on retrouve dans Res Publica, on va le traduire par l'affaire, tout simplement. Je vais vous proposer l'affaire. Et ce vous est rendu par un datif éthique. Je vais proposer l'affaire à vous, par un datif, voilà, datif éthique. Au lieu de dire passe le sel, je vais rajouter passe-moi le sel. Je ne suis pas obligé de dire moi, mais j'appuie un petit peu la chose, j'appuie l'attribution. C'est ce qu'on appelle un datif éthique que Cicéron prononce expressément et qui met expressément en tête de phrase en parallèle avec le ego. Moi je sais pas, mais je vais vous dire les choses. C'est un orateur. Hein. Vos, vous, encore, messieurs les jurés, vos penditate. Alors c'est le verbe pendo qui a un parfait pependi à redoublement et qui est employé à l'impératif. Je ne sais pas pourquoi, le latin apprécie l'impératif futur. Oui, il y a un impératif futur en latin et il faut le savoir parce qu'il est plus employé que l'impératif présent. Ça change pas grand-chose, il faut le savoir. Penditote. Eam anaphorique qui renvoie à un rem tout simplement, que je repère très vite, parce que eam est au féminin singulier, il est à l'accusatif dans la proposition. Apprécier, voilà, peser, apprécier là, comme en français, suo pondere, par rapport à son poids, sous le regard de son poids. Est-ce que je vous ai noté le pandus, oui, appladif de point de vue, avec le pronom possessif suus, sua, suum. Pesez-la, appréciez-la par rapport à son poids, au regard de son poids, non au regard du poids, pandere nominis, de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Analyser les faits tels quels. Moi, je vais énoncer les faits, je vais énoncer l'affaire telle quelle, je vais être pragmatique. Et oui, vous savez très bien que moi, Cicéron, je suis super fort pour faire des discours, mais je vous demande d'être juste et de ne pas rester dans le verbe, c'est formidable. C'est vraiment, le type est incroyable. Alors, propono, je vous ai mis deux petites appréciations sur proponon, proponis, proponere. On l'emploie souvent avec anteoculos. Anteoculos, c'est une expression canonique qu'il faut retenir, qu'on peut retrouver dans d'autres situations, ce qui veut dire sous les yeux. En latin, on dit devant les yeux, nous on dit sous les yeux, c'est un peu la même chose. Et pour se représenter quelque chose à soi, eh bien regardez, on retrouve un datif ici, sibi proponere aliquem. Ou aliquid, ça veut dire quoi? Aliquem, aliquid, ça veut dire un accusatif. Mi propono rem, je me représente l'affaire.
par exemple. Pendo, pendis, pendere. Pourquoi est-ce que je vous en ai parlé? Oui, ça a d'abord vraiment le sens de peser. De peser, sous-peser, donc d'apprécier. Et ce qui est intéressant, Cicéron ne l'emploie pas dans ce sens-là ici, mais ce qui est intéressant, c'est que pendo fait vraiment partie du vocabulaire judiciaire. Pour pendo poenas, euh, on a pendo poenas, par exemple, qui est une expression typiquement juridique pour dire s'acquitter d'une peine. Je le répète, Cicéron ne l'emploie pas ici sous cette forme-là du tout. Là, c'est apprécier, hein, c'est le sens qui est en haut. Mais on a des expressions très juridiques. On peut avoir, pour l'expression à retenir, pour ceux qui font du thème hyper important, faire peu de cas de quelque chose, ne faire aucun cas, faire grand cas de quelque chose. Vous prenez pendo, vous mettez a liquide et un génitif, ce qu'on appelle un génitif d'estimation, ou génitif de prix, je l'ai pas mis là, bon. Par exemple, faire peu de cas de quelque chose, le peu, le mot peu sera mis au génitif par oui ou faire grand cas, magni, et le de quelque chose sera traduit par un accusatif en latin. Ok? Pendo rem magni. Je fais grand cas de l'affaire. Pendo rem nihili. Je ne fais aucun cas de cette affaire. Ok? Vous le notez, ceux qui font du thème, c'est indispensable. Je continue. Genus ipsum. Alors de quoi est-ce qu'on va parler, mon cher Cicéron, exactement en premier? Genus ipsum. On retrouve le ipse, ipsa, ipsum, qu'on traduit par en personne. Genus ipsum prius cognoscite iudices. Deinde fortasse non magno opere coeretis, quonom appellano putetis. Et il y a des choses qu'on a déjà vues, hein, konomine, qu'on voit ici. Qu'est-ce que je repère? Je repère un prius, un deinde, un d'abord et un ensuite. Tout ça est bien découpé. Je repère cognoscite. On reste vraiment sur l'adresse iudices. Ok, donc je vais couper ça en deux tout simplement avec mes adverbes temporels en tête de phrase, avec les verbes que j'ai repérés, cognoscite et quainretis, et visiblement avec des subordonnés. Preus cognoscite genus ipsum iudices. Genus, le genre. On prend la traduction la plus simple de genus, le genre. Le genre ipsum, le genre même. En premier lieu, prius, qui est un sens adverbial, auparavant. Cognoscite, toujours un verbe de connaissance, il va beaucoup en utiliser, des verbes de parole, des verbes de connaissance, donc, bah, ici on n'a pas de... Ici on a un accusatif tout simple. Cognoscite, sachez, genus ipsum, littéralement, apprenez son genre d'homme, apprenez son genre. Apprenez quel genre d'homme il est. En français, on est obligé d'étoffer. Sinon, c'est trop simple. Prius cognoscite genus ipsum, apprenez quel genre d'homme il est. Iudices, juge. Alors, on peut dire que iudices est un vocatif. Bon, vous savez, des nominatifs qui servent à l'adresse, ça existe. C'est pas, le vocatif est quelque chose d'extrêmement rare. Voilà, on s'en fiche, c'est vraiment le dernier de nos soucis en réalité, le vocatif. Je veux qu'on s'arrête un instant sur le cognosco. Le cognosco, dans la grammaire, on vous dit, en tout cas dans ma carte grimale, je ne sais pas ce qui est écrit dans la sosie, on vous dit que ça veut dire apprendre à connaître. Et puis que le parfait a un sens de présent et qu'on traduit le parfait par connaître. Bon, qu'est-ce que ça signifie ça? En fait, cognoscite, cognosco au présent, a le sens de processus. Et apprendre, en fait, on pourrait dire apprendre, être en train d'apprendre serait plus juste que apprendre à connaître pour aider, je pense, les élèves et les étudiants. C'est vraiment le processus. Je suis en train de m'imprégner de la chose, j'apprends, je suis en train d'apprendre. Et quand on le met au parfait, pourquoi est-ce qu'au parfait, ça veut dire connaître au présent? Parce que
on a une modalisation qui est le sens original, le sens initial de ce qu'on appelait le parfait, de ce qu'on appelle le parfait en linguistique, qui est très bien préservé en grec ancien. Ceux qui font du grec, ça leur parle tout de suite, ceux qui ne font que du latin, j'en suis pas sûr. Le parfait, en grec, en latin, enfin anciennement, c'était un mode qui signifiait l'accomplissement, l'aboutissement de l'action. J'ai fini d'apprendre, je connais. Donc je pense, dans les grammaires, on devrait dire que cognosco veut dire apprendre, et que cognoui, j'ai fini d'apprendre, donc je connais. Ce serait plus simple, je pense, pour les gens. Je vais laisser mon frigo marcher quelques secondes pour faire un bruit de fond, de manière à pouvoir l'enlever. Vous allez pouvoir regarder mon visage ébahi pendant les 10 prochaines secondes. Alors je suis très heureux parce qu'en plus j'ai pu enregistrer le bruit de la robinetterie d'en dessous mais qu'on entend au-dessus par un effet d'écho formidable de mon immeuble. Donc vous aurez une sonorisation impeccable de cette vidéo. Je passe à la suite. Deinde, autre adverbe. Ensuite, deinde, ensuite. Quam retis quonomine putetis appellanum, fortas magnum opere. Ensuite, je commençais par la fin, là, dans le vocabulaire, je sais pas pourquoi. Ensuite, quaero, vous chercherez. Alors, c'est chercher, c'est vraiment s'enquérir, s'enquérir de savoir quelque chose. Quaeretis, d'ailleurs, on verra un de ses composés plus bas. On est dans le vocabulaire de l'enquête, là. Quaero, quaeris, quaerere, quaesivi, quaesitum. Nous retiendrons ce iwi à la fin. Vous allez comprendre pourquoi. Deinde quaeretis à l'indicatif futur, vous chercherez. Vous chercherez quonomine, par quel nom, de quel nom, putetis, vous pensez, vous penserez, putetis qui est au subjonctif, comme tout à l'heure, parce qu'on est dans une proposition interrogative indirecte, qui, si elle était directe, donnerait de quel nom pensez-vous l'appeler, et même de quel nom pensez-vous devoir l'appeler, puisque là vous avez appellanum, appellandum, qui est un adjectif verbal, littéralement elle est appelable. De quel nom elle est appelable et qui a vraiment ici le sens fort, le sens important d'obligation. Donc, vous chercherez de quel nom, vous-même, vous chercherez de quel nom vous pensez qu'il faut l'appeler. Fortasse non magnum opere. Fortasse est un adverbe qu'il faut connaître par cœur. Peut-être non magnum opere, complément circonstanciel de manière à l'ablatif, donc ablatif de manière, peut-être sans un grand effort. Opus operes, je vous l'ai mis, j'ai pas fait l'affront de vous mettre magnus, magna, magnum. Ah si, désolé. Je suis confus, je vous ai vraiment tout mis. Qu'est-ce que je vous ai mis comme indication? Je vois que j'ai écrit des choses. Le prof qui redécouvre son propre polycopier, bien sûr, tout va bien. Oui, attention aux confusions, et mais alors, oui, pourquoi est-ce que je n'ai pas quasi, oui, d'accord, ça je voulais. Pourquoi est-ce que je n'ai pas, pourquoi est-ce que j'ai directement quaeretis et que mon oui a disparu? Eh bien, parce que, voyez-vous, il y a un cas particulier des verbes qui ont i, oui, qui se construisent avec i, oui, au parfait. Et que dans ce cas de figure-là, je vous raconte des bêtises. Non, je vous raconte des bêtises, vous oubliez ce que je viens de dire, vous oubliez, voilà, tout va bien, tout va bien. C'est pour plus tard, je fais la confusion, je m'emmêle les pinceaux avec la suite, tout simplement.
Poutétis, voilà ce que je voulais vous dire. Le temps par rapport au temps de poutétis, c'est plutôt poutas putare, le verbe qui cette fois-ci est au présent du subjonctif et qui marque la simultanéité avec le verbe de la principale, quaeretis. Donc quand j'ai un verbe de la principale qui est au présent ou au futur, eh bien dans ma subordonnée pour la simultanéité, je mets un présent au subjonctif et pour l'antériorité, je mets un parfait au subjonctif. Je fais un petit point là sur cette histoire de verbe de connaissance dont je vous ai parlé et d'infinitif. Vous avez une catégorie de verbes dans la grammaire latine, les verbes dits d'opinion, les verbes dits de connaissance et de déclaration. Les verbes de connaissance, on a vu schio, on a vu neschio par exemple, avec l'exemple schioita me sembrewem, que je pourrais découper en deux propositions, schio, je sais, et de l'autre wita estembrewis, c'est un adjectif de deuxième classe. La vie est bref, qui donne schioita me sembrewem, parce qu'on passe à l'accusatif pour le sujet, et puis aussi pour son attribut, ou bien pour les adjectifs en général. J'ai aussi la même règle pour les verbes d'opinion. Verbe d'opinion, c'est le simple fait de penser quelque chose. Puto, je pense, puto, puero, ludere. Je pense que l'enfant joue, par exemple, à partir subordonné qui est formé à partir de cette indépendante, puer ludit, l'enfant joue. C'est aussi le cas pour les verbes de déclaration comme dico. On a vu, on va le voir après, on l'a pas encore vu. Dico, il l'utilise. Dicunt homerum caecum fuisse. Alors dicunt à la troisième personne du pluriel, quand je ne précise pas le sujet, quand je ne précise pas qui parle, je ne dis pas, je ne traduis pas par ils disent, je traduis par on dit. Le français a cette particularité de ce on, mais il y a un tas de langues où on dit simplement ils disent pour dire quelqu'un dit. Dicunt homerum caecum fuisse. On dit qu'Homère fut aveugle avec ce fuisse qui est un infinitif parfait. Et esse qui est l'infinitif présent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Cicéron va user et abuser de ces verbes-là et qu'on va avoir un paquet de propositions infinitives. Nous avons donc traduit, je résume ce qu'on a vu jusque-là. J'en viens maintenant à, comme il le dit lui-même, la passion de ce type. Alors, à l'écrit, il ne faut pas écrire ça A, virgule, non, là, le correcteur va pas aimer, mais là, je suis à l'oral, je m'en fiche un peu. Out à la passion de ce type, comme ses amis l'appellent sa maladie et sa folie, comme les Siciliens le disent, son brigandage. Ego quo nomina appelle, neschio. Je reprends l'ordre dans lequel il l'emploie lui. Moi, quant à moi, de quel nom je lui donnerai? Je ne le sais pas. Vous voyez, je mets le verbe à la fin, comme Cicéron. Rem vobis proponam. L'affaire, je vous la propose. Alors, je vais vous proposer l'affaire. Vos eam suo nominis pandere penditote. Hein? Vous, quant à vous, c'est par rapport, quant à vous, soit non nominé, comme on pourrait dire, ce n'est pas par rapport au nom de l'affaire, mais par rapport à son poids que vous la pèserez. Pesez-la, plutôt pesez-la, non pas pour son nom, mais pour son poids. Qu'est-ce que je raconte? Vous, pesez-la, j'essaie de vous faire un truc bien et je m'embrouille en vous embrouillant. Quant à vous, pesez-la selon le poids de l'affaire, donc selon son poids, non selon son nom. Voilà, je vais y arriver. Genus ipsum prius cognoscite. Auparavant, sachez le genre d'homme qu'il est, apprenez le genre d'homme qu'il est, juge des inde. Ensuite, fortasse non magno opere, qui est avant, c'est peut-être sans grand effort, quaeretis
quo id nomine appellandum putetis, il y a un id qui s'est glissé là, je sais pas pourquoi, quenretis quo nomine appellandum putetis, vous, ensuite, c'est sans grand effort que vous chercherez avec quel nom vous penserez qu'il faut l'appeler. Vous penserez devoir l'appeler. Vous penserez devoir lui donner, peu importe. Phrase suivante. Nego insicidia tota tam locupleti tam vetere provincia totop pitis top familiis tam copiosis ulum argenteum vas ulum corinthium aut deliacum fuisse ulam gemam aut margaritam quicquam exauro aut ebore factum signum ullum aeneum armoreum e burneum nego ullam picturam nequo in tabula nequo in textili quin conquisierit inspexerit quod placitum sit abstulerit. Énumération, 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 vous repérez tout de suite le je, c'est encore Cicéron qui parle, nego, je. Vous repérez toute une énumération avec des adverbes tam, tam. On a des parties dans cette énumération, hein. Tam, tam, tot, tot, et puis là on passe à ullum, ullum, ullam, etc. Quicquam, qui est très proche de ullam, on va comprendre pourquoi. Vous avez ce verbe, alors ça c'est un verbe de parole, pour ceux qui le connaissent, et j'ai fouissé, donc j'ai visiblement une proposition infinitive, il y a un paquet d'accusatifs autour, n'est-ce pas? J'ai une reprise avec nego. J'ai une reprise. Et enfin, visiblement, une subordonnée introduite par Queen avec d'autres verbes conjugués. Il y a encore une subordonnée ici, à l'intérieur. Bon. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai mis d'un côté, vous voyez, le insicilia arrive immédiatement. Moi, j'ai vraiment découpé dans un rapport grammatical et ensuite on le traduira en respectant le rythme de parole de l'orateur. Donc, j'ai mis le insicilia qui introduit un complément circonstanciel de lieu. Tout ça quand même, insicilia tota. Et ensuite, j'ai placé le verbe avec la proposition infinitive qu'il gouverne, que gouverne le verbe principal. C'est accusatif, accusatif, accusatif. Un petit quelque chose de différent. On va beaucoup s'y intéresser. Accusatif de partout. La reprise. Et enfin, quin conquisierit, inspexerit, quod placitum sit abstulerit. Alors, qu'est-ce que ça donne? Insicilia tota. Sicilia, c'est transparent, c'est la Sicile. Le mot Sicile est accompagné d'un adjectif totus, tota, totum, qu'on a revu, dont je vous ai parlé quand on a traduit l'incipit de la guerre des Gaules. César n'utilise pas tota au tout début, il utilise omnis. Je vous remets la différence, totus on le traduit par entier, entière, alors qu'omnis on le traduit par tout, toute. Totus a l'avantage de se décliner très facilement, totus, tota, totum, donc ça donne la Sicile entière. Et ce groupe nominal est pris dans le groupe prépositionnel in, qui demande soit un accusatif pour la direction, soit, quand on ne bouge pas, un ablatif. Donc on a un ablatif locatif, insicilia tota, dans la Sicile entière. Tam locupleti, tam vetere provincia. Provincia, qui est apposé la province, apposé à Sicile. Provincia, donc toujours à l'ablatif. Et elle a deux adjectifs. Cette province, vetus veteris, je vous l'ai mis. J'ai peur de ne pas vous mettre les choses, je ne sais pas pourquoi. Et locuples. Locuples qui veut dire riche, opulent, mais qui au départ est formé sur locus. D'accord? Locus, le lieu en général. Et plétis, on retrouve plaie, c'est la racine de la plénitude, de ce qui est plein.
Et en fait, cet adjectif signifie au départ riche en terre. Je vous ai dit que c'est une terre de la culture du blé, c'est le grenier à blé, c'est pour ça que la Sicile est riche. Donc effectivement, on va traduire province dans la Sicile entière, province si ancienne, si riche en terre. Tam est un adverbe intensif, je vous le note là, qu'on peut traduire par aussi ou bien par si. Rappelez-vous que si n'est pas forcément toujours utilisé dans les hypothèses. Je peux dire, oh là là, cet appartement est si grand, par exemple. Vous ne confondrez pas tam avec tantum. Avec tantum, qui est aussi un adverbe, qui est aussi un variable, mais qui demande un nom au génitif pour dire autant de. Vous retrouverez aussi tantus, tanta, tantum avec un nom encore, qui veut dire si. Tantus s'accordant avec son nom, comme totus s'accorde avec son nom, comme voilà, tout simplement. Petite coquetterie de Cicéron et usage de ces termes un peu particuliers en latin. Il utilise dans les lettres ad familiares in hominem, c'est-à-dire aux proches, in hominem tantum et talem. Alors, in avec un accusatif, ça veut dire envers, peu importe le reste de la phrase. On s'en fiche un peu du in avec l'accusatif. Ça veut dire un homme tel étant, littéralement. Un homme tel, c'est-à-dire un homme de telle qualité. On pourrait dire ça, talem de telle qualité, de tel caractère. Je ne sais pas comment on le traduit exactement, mais vous voyez, c'est cette idée qui est là ici. Bon, c'est simplement pour la petite référence au style cicéronien. Le tot ici, contrairement au tam, qui est un adverbe intensif, le tot a vraiment l'idée de quantité, qu'on traduira donc par autant de villes. Je vous ai mis place fortifiée, voilà, donc ville. Autant de villes, tout simplement. En fait, au départ, on a oppidum pour la place fortifiée, en opposition à Rome, qui est urbs, que vous retrouvez dans la formule papale, urbi et orbi. Là, on a simplement la ville, ça va devenir la ville en général. Donc la Sicile, donc avec, on pourrait dire, avec autant de villes, tot familles, tam copiosis, autant de familles, si riches. Et la famille, rappelez-vous, c'est la maisonnée. D'ailleurs, j'aurais dû dire autant de maisonnées si riches. C'est la maisonnée, c'est-à-dire les membres de la famille comme nous les entendons, mais aussi les serviteurs, les biens et même les jardins, ce qui se trouve autour. Copiosis signifie riche. C'est un terme qui vient de copia. Copiae, c'est l'abondance. Mais copiae, copiarum, ce sont les armées, les troupes. D'accord? Et l'adjectif formé est copiosis, qui veut dire riche. Locupletis, voilà, je vous l'ai déjà expliqué, on a locus qui désigne précisément la terre en possession ici, avec ple, le plein, donc riche en terre, et ça deviendra riche en général. Et encore pour dire riche, Cicéron ne l'emploie pas ici, on a pecuniensus. Et dans pecuniensus, on retrouve pecu qui désigne la tête de bétail. Donc au départ, on est riche en quelque chose. L'abstraction viendra après. Et on a des spécificités de richesse. C'est pour ça qu'on se retrouve avec beaucoup de mots. Il va y avoir un lissage. Tous ces termes vont vouloir dire riche finalement, au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un paquet de synonymes. C'est parce qu'on oublie leur spécificité. Et Cicéron de reprendre nego fuisse. Nego, negas negare, est souvent traduit par je nie. Nego signifie très précisément je dis que ne pas. Je vous l'ai mis là. Ça veut dire que la négation porte sur la proposition complétive. D'accord? Sur la proposition complétive du verbe nego. J'insiste. Tout à l'heure, on avait nescio qu'on traduisait par je ne sais pas avec une négation
qui portait sur le verbe en lui-même, nesco, je ne sais pas. Nego, en fait, c'est dico non. C'est bien je dis que ne pas, avec une proposition infinitive, parce qu'il reste un verbe déclaratif ou un verbe de parole. C'est comme vous voulez. Et là, on a nego fuisse avec un infinitif parfait du verbe esse. D'accord? Je dis qu'il n'y a pas, ou je dis qu'il n'y a pas. On peut dire je dis qu'il n'y a pas, ça va très bien. Je dis qu'il n'y a pas quoi? Nego fuisse ullum argenteum quasum corinthium aut deliacum quiquam ex aurotebor, etc. Je dis qu'il n'y a pas ullum argenteum vase, pas un seul, pas un vase en argent. Bon. Qu'est-ce que c'est que ullum? Qu'est-ce que c'est que quisquam? Quand j'ouvre une grammaire, on m'explique que ullum est un adjectif et que quisquam est un pronom et qu'ils sont indéfinis. Donc je vais traduire ullus par un, mais pas dans le sens de un seul. Pour dire un seul, on a unus, una, unum. Là, ullus, c'est un en général, une table, un objet, ceci, cela. Très bien. Ullus, c'est l'adjectif, donc il me faut un nom, en fait. Tout simplement, avec mon ullus, quisquam est un pronom. D'accord? Il remplace un nom. Quelle est leur particularité? Eh bien, leur particularité est qu'on ne les emploie, on ne les emploie pas seuls. Là, je vous dis qu'on les emploie en phrase négative. Quisquam, qui est la même chose que quidquam. Hein. Là, je vous parle des phrases négatives. Quisquam, on peut le retrouver, par exemple, avec unus quisquam, pour un par un. Bon, peu importe, c'est pas ce qui nous intéresse. Et quand je vous dis en phrase négative, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un non juste avant. Par exemple, pour dire sans aucun maître, je vais dire sine ullo domine. Sine, ça veut dire sans. D'accord? Plus simplement, pour dire personne ne vient, je dis non quisquam venit. Oh là là, j'ai fait une erreur. Pourquoi j'ai dit quisquam? C'est pas grave. J'ai recopié, bêtement. Bon, c'est pas grave. On prend l'exemple. Oubliez ça. Oubliez. Non ullus, voilà. Non ullus, ça veut dire pas quelque, pas un. On traduit par aucun. Nego ullus veut dire dico nullum. C'est ça ce que vous allez retenir. Là, on a une équivalence. Je dis qu'aucun, je dis que pas un. Nego ullus. Ok? Puisque la négation de nego porte sur la suite et pas sur le verbe. Traduisons donc. Alors, je dis qu'il n'y a pas un vase argenteum en argent. Notons que argenteum est adjectif en latin. Alors qu'en français, je dois prendre un groupe prépositionnel pour le traduire, en argent. Par un vase en argent. Pas un de Corinthe, ou de Délos. Quidquam factum, quelque objet de facture, exauro aut ebore, en or ou en ivoire. Et là, le français et le latin sont calqués exactement l'un sur l'autre. On a deux noms. Signum ou lumaeneum. Signum, on va le traduire par statue ici. Ça a donné signe en français, mais on le traduit par statue. Signum ou luma. Pas une statue. Aeneum en bronze marmoreum en marbre eburneum en ivoire. Ulam gemam aut margaritam. Pas une gemam, pierre précieuse, aut margaritam, c'est la perle. Et là, je veux faire un point sur le complément de matière en latin. On a deux manières d'expliquer le complément de matière. Soit on a des adjectifs comme argenteum, qu'on trouve dans le dictionnaire sous la forme argenteus, argentea, argenteum, en argent, et qui sont très reconnaissables par le suffixe de matière eus. C'est un suffixe qui forme des adjectifs à partir des noms eus. Soit j'utilise un complément de matière, un groupe prépositionnel avec ex à l'ablatif.
Ex plus un ablatif. C'est l'ablatif, ça veut rien dire. Et on aura donc un ablatif complément de matière. Par exemple, auru, mauri, qui signifie l'or, qui est un nom neutre de la deuxième déclinaison, devient ex auro. Mais je pourrais dire quidquam auream. Fac ou facis facere, pardon, qu'est-ce que j'en suis où? Ebus et Boris. Alors voilà. Je vous donne des exemples de conversion de l'adjectif vers l'ablatif complément de matière. Et je me retrouve par exemple avec statua aurea, une statue en or, et statua ex auro, qui veut dire exactement la même chose, sauf que là, je pars de l'adjectif aureus, aurea, aureum que je vous ai mis là, et là, je pars du nom ex auro. Pareil, was ex argento et was argenteum. Alors, le neutre vaut pour le was, hein, d'accord? C'est pour le was, le vase. Donc en argent, was argenteum, donc j'ai un puisque j'ai un neutre en was. C'est les fameux noms de la troisième déclinaison qui ont des nominatifs pas possibles. Ben oui, c'est comme ça. Donc je dis qu'inu, excusez-moi, je me repositionne. Je dis qu'inu. Pas un signe, avons-nous dit. Signum signi. C'est la statue, hein, ça peut aussi vouloir dire l'enseigne des porte-étendards, hein, dans l'armée, ou c'est des petits objets. Aeneus, bon voilà, je vous ai donné le vocabulaire, vous faites une pause, vous regardez par vous-même, je vous ai redonné un autre écran, un autre exemple ici, et encore le vocabulaire. Et enfin, il n'y eut pas quoi? Ulam pictum rami, il n'y eut pas une représentation, j'ai pris un terme extrêmement neutre pour la traduction. Neque, ni, neque in tabula, c'est-à-dire sur du bois, on va dire ni sur bois, neque in textili, ni sur tissu. On retrouve l'ablatif locatif, voilà, c'est l'idée de support rigide, vraiment c'est l'idée de support pour la peinture qui est fondamentale. Vous avez le verbe texo pour tisser, ah oui, neque, voilà ce que je voulais vous dire. Neque, on peut le retrouver sous la forme nec. Quand il est répété, neque signifie ni. Bon. Il n'est pas toujours répété. Quand il est tout seul, il signifie et ne pas. D'accord? Et ne pas. Attention au piège, si j'ai non et ensuite neque, ça ne veut pas dire ni, ça veut dire ne pas et ne pas. C'est un piège qui arrive régulièrement. Voilà, je vous le dis. Enfin, l'énumération est passée, donc il a vidé les poches de la moitié du pays, notre cher Vérès. Et comment est-ce qu'il s'y est pris? Il n'y a pas eu un objet, un ceci, un cela. Queen, con, qui, si, et queen introduit une proposition. D'accord? Une proposition complétive. C'est un cas de figure un peu particulier quand la principale est négative. On va mettre queen, on va pas mettre out. D'habitude, c'est out dont on vous parle à chaque fois pour compléter un verbe. Là, c'est queen quand la principale est négative. Par exemple, on retrouve des expressions de type non dubito queen, à connaître par cœur. Je ne doute pas que. On le retrouve aussi pour des verbes d'empêchement. Non impedio queen. Par exemple, impedio, tout simplement. J'ai cherché compliqué pour rien. Alors, conquiro. Conquiro, ici, est au parfait. Conquiro est au subjonctif parfait. C'est queen qui demande un subjonctif parfait. Conquisierit. Conquisierit, on a vu que ça signifiait chercher, mais alors c'est vraiment chercher de tous côtés. On a vu quaero tout à l'heure. Et dans la famille, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, dans la famille du verbe quaero, on a eu quaestio.
quaestio qu'on traduit par question, mais c'est vraiment la question au sens fort du terme. Des philosophes posent des questions. Aujourd'hui, on parle de problématiques, c'est bien dommage. Moi, je préfère le terme de question plutôt que celui de problème. Je le trouve beaucoup plus optimiste et beaucoup plus engageant. Bref, si je fais mes exercices de conjugaison et que je conjugue mon, cum, quiro à l'imparfait du subjonctif, je devrais avoir, enfin au parfait, pardon, au subjonctif parfait, je devrais avoir con qui si uerit. Alors, et là j'ai con qui si erit. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une particularité de ces verbes en iwi. C'est quand je m'étais emmêlé des pinceaux tout à l'heure, là. Ici, c'est bien ce dont je veux parler. Iwi, ces verbes comme ça, eh bien, perdent le V devant la séquence E, R. Bon, écoutez, si vous ne vous en rappelez pas, ça n'est pas très grave, ne faites pas trop de tentatives en thème si vous n'en êtes pas sûr, et puis de toute manière, c'est parfaitement reconnaissable. La terminaison est reconnaissable, mais je vous l'indique quand même au cas où. Et puis, comme cas de figure analogue, vous avez les verbes de première et de deuxième conjugaison où on a des disparitions comme celle-là. Cela, il faudra y prêter plus attention quand même, surtout pour la poésie, parce qu'on a carrément une syllabe qui disparaît. Donc, il n'y a pas ceci, cela, qu'il n'est avidement recherché, on pourrait le traduire comme ça, inspexerit in especchio, avec une modification de la voyelle centrale, comme c'est très courant, inspicio, subjonctif parfait, qu'il n'a, inspecté, analysé, examiné attentivement. Queen, je saute ce qui est écrit là volontairement. Queen abstulerit, qui est le verbe aufero, et qui au parfait donne abstuli, et qui n'aura emporté, quod placitum sit. Qu'est-ce que ce quod placitum sit signifie bien? Dans le dictionnaire, on trouve placeo, verbe de deuxième conjugaison, plera, qu'on utilise dans une formule impersonnelle, plaquette, plus un datif ou placuit, au parfait. Par exemple, mi plaquette déguéri. J'aime lire. Bon. Il plaît à moi de lire. En réalité, c'est déguéri qui est sujet. Lire plaît à moi. Donc on a un verbe avec un datif et tiens, une proposition infinitive comme complément, décidément. Bon, ici, il n'y en a pas. Ok, donc ça lui a plu, quelque chose lui a plu. Très bien, très bien, très bien. Le placitum, attention, un placitum sit, on est bien au subjonctif parfait. Ok, de la voix passive, quand on arrive à la voix passive au parfait, on a des formes plus complexes, on a des formes composées. Voilà, j'ai retrouvé le mot. Bon, le sens, on le connaît. Ok, il me plaît de, donc j'apprécie, d'accord. Maintenant, ce quod, à quoi sert-il? Bon, vous connaissez qui, quoi et quod. Est-ce que c'est une proposition relative qui va demander, effectivement, pourquoi pas un subjonctif? Bon. Qui va demander un subjonctif et puis qui va avoir des nuances, je sais pas moi, une nuance finale par exemple. Bon, c'est pas le cas ici. Est-ce qu'on a simplement un quod explicatif? Parce que c'est vrai que ça pourrait avoir du sens. Et puis il y aurait une attraction, enfin, pardon, il y aurait une attraction, j'ai mis attraction du relatif, excusez-moi. Il y aurait une attraction du une attraction modale, c'est-à-dire qu'on s'attend à un indicatif, mais on se retrouve avec un subjonctif parce que la subordonnée qui nous intéresse est branchée sur une autre subordonnée qui, elle, est au subjonctif. Et puis d'ailleurs, quod placitum sit, c'est branché à quoi? Parce que moi, je vous l'ai mis comme ça, mais bon. On ne sait pas trop, ça va avant quoi, ça va après quoi. Est-ce que ce serait pas autre chose? Alors, c'est autre chose. On va se poser la question, quels sont les compléments de concuiscerit, inspexerit et abstulerit?
euh, il a recherché avidement quoi? Et la liste des objets qu'on avait. D'accord? On pourrait mettre un anaphorique, Icéaïde, on pourrait rajouter quelque chose ici, tous ces trucs-là, tous ces objets. Cicéron ne l'a pas fait, hein, sans qu'il les ait recherchés avidement. En français d'ailleurs, je vais rajouter quelque chose. Bon, donc effectivement, si j'ouvre mon dictionnaire comme Cuisierit demande un accusatif, et tout du long avant, on avait des accusatifs, ce qui bien que l'auditeur n'est pas perdu. Là, je suis pas en train de vous parler de grammaire stricte. Je vous dis simplement que c'est une finesse, c'est une finesse. L'auditeur n'est vraiment pas perdu, ça coule et on n'a vraiment pas besoin de rajouter des anaphoriques pour résumer ce qui était avant. Inspecserit, qu'est-ce qu'il a inspecté? Voilà, tous ces objets-là. Abstulerit, alors Abstulerit, je pourrais me dire qu'il a, ça veut dire donc qu'il a enlevé, je pourrais me dire que il a enlevé tous les objets qu'on a parlé. Est-ce qu'il a vraiment tout enlevé? Il a enlevé ce qui lui a plu. Abstulerit. Quod placitum sit. Il a enlevé ce qui lui a plu. Ou il a enlevé quand cela, si cela lui a plu. Et alors là, on a c'est une particularité. C'est une particularité quand cela, si cela lui a plu, on pourrait dire de ce qui lui a plu. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? On pourrait dire pas un objet ta qu'il enleva de ce qui lui a plu. Ici, quod demande un subjonctif. C'est un cas particulier, extrêmement rare. J'ai trouvé un tout petit paragraphe dans la grammaire. C'est un cas très très rare. Il y a un subjonctif à partir du moment où il est branché sur une proposition infinitive. C'est vraiment tordu. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas du tout pourquoi. Mais c'est une mini-règle hyper obtuse qu'on retrouve dans un texte qu'on fait apprendre à absolument tout le monde. Sans l'expliquer. Donc oui, ce quod prend un subjonctif parce que j'ai une proposition infinitive avant. Bon. Allez, c'est pas très grave. Donc il a enlevé les objets qui lui ont plu. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que je vous mets... Ouais. Ça nous donne donc... Je dis que dans toute la Sicile, province si riche en terre et si ancienne, avec tant de vignes et de maisonnées si riches, qu'il n'y eut pas un seul vase en argent, pas un seul de Corinthe ou de Délos, qu'il n'y eut pas une gemme, enfin pas une pierre précieuse, ni une perle, out, ou bien une perle, quidquam ex auro aute brefactum, quidquam ex auro aute brefactum, pas un objet de facture, ex auro aute, bon, d'accord, je vous ai dit une énorme bêtise sur quidquam, j'ai bugué comme un bleu, je vais vous expliquer pourquoi. Signum ullum aeneum armoreum eburneum, pas une statue, pas une statue en bronze, en marbre, en ivoire. Je dis qu'il n'y eut pas une image, pas une représentation, ni sur bois, ni sur table, ni sur textile, qu'il n'a recherché avidement, examiné, et si elle lui a plu, et dans le cas où elle lui a plu, qu'il n'a enlevé. Quidquam, c'est une évidence, je suis dans un état de fatigue avancé, excusez-moi. C'est évidemment une forme composée, quidquam. C'est un pronom, c'est une forme composée avec quam qui reste invariable, et quid qui varie, quid qui est équivalent et qui est évidemment neutre, car factum est neutre. Voilà. Donc mes exemples étaient bons, ils étaient tout à fait justes. On passe à la suite. Magnum videam dicere, attendite etiam commodum dicam. On commence à avoir l'habitude, hein. Ici, j'ai une formule que d'habitude vous voyez comme impersonnelle, c'est pas le cas. J'ai un infinitif.
J'ai des verbes avec un quem ad modum qu'on connaît. Non enim verbi neque criminis augendi causa complector omnia. Je cherche mon verbe, il est ici. J'ai une négation qui est en tête. Hein. La négation est solidaire de ce sur quoi elle porte le plus souvent. Le plus souvent, sinon je l'aurai devant le verbe. On nous parle de parole et de grief. Tout à l'heure, on nous parlait de la chose et du nom de la chose. Vous voyez, hein, on a des diptyques comme ça. Cum, plus dico indicatif. Quelle en est sa valeur? Bon, ça c'est du par cœur. Hein. Je vous le dis tout de suite. Reliquice, encore un infinitif, encore une proposition. Et ça aussi, c'est un infinitif. Bon, qu'est-ce que ça nous donne? Videor plus un infinitif et un accusatif. Magnum, il est un peu spécial, cet accusatif, ceci dit. Même pour une proposition infinitive. Tendite etiam quam ad modum dicam. Proposition subordonnée, comparative, enim complector omnia, etc. Alors, videor, d'habitude vous utilisez ce que j'ai noté ici, mi, videtur, il me semble que, avec une proposition infinitive. Je peux employer videor, j'ai deux manières de l'employer, soit je dis videor infinitif, c'est-à-dire je semble, et dans le sens où je semble à quelqu'un d'autre. Ok, c'est la formulation qui est employée ici. Videor dicere magnum, qu'on traduira par je semble dire gros, je semble dire des énormités, je semble exagérer. Je peux aussi rajouter un datif de point de vue. Mi videor, avec une proposition infinitive. Je me semble à moi. On passe de je semble à je me semble à moi. J'ai appuyé le trait. Je me figure. Hein, je me figure, je crois. Le mieux, c'est je me figure. Là, si vous passez un examen, vous montrez au correcteur que vous êtes bien. Vous avez compris. Alors, ce magnum, en fait, c'est un accusatif, ce qu'on appelle un accusatif d'objet interne. Vous remarquez que c'est un adjectif. Je devrais avoir au moins un nom avec cet adjectif. Je devrais avoir quelque chose. Non, c'est un adjectif qui ne précise pas l'objet en particulier sur lequel il porte. Eh bien, ce sont des énormités. C'est du gros. Donc on va traduire, en fait, la substance qui est représentée par cet adjectif n'est pas précisée. On sait qu'elle est grande, et cette substance est teintée par le sens du verbe, ici le verbe dico. Je dis des gros dires. D'accord? Je dis des gros dires. On le retrouve, tout à l'heure, je vous ai donné l'expression vivere vitam beatam. Non, je vous ai donné scio vitam esse brevem, tout à l'heure. Mais si je dis vivre une vie heureuse, en français, on a gardé l'expression. Vivre une vie, eh bien, vie est complément du verbe vivre, et c'est un complément, c'est la même chose qu'un accusatif d'objet interne. Vivo vitam beatam, c'est-à-dire qui reprend le sens du verbe exactement. Et parfois, on ne répète même pas simplement le nom. On met l'adjectif. Dicere magnum. Donc je vous parais dire des énormités là. Hein, je semble dire des choses énormes. Bon, attendite. Attendez la suite. On est toujours dans la montée, dans l'exagération. Souvenez-vous au début, quand il disait sa passion, comme lui le dit, comme ses amis le disent, sa maladie. C'est ses amis qui disent la maladie. Imaginez ce que les Siciliens disent. Eh bien, les Siciliens, ils disent son brigandage, parce qu'eux, ils sont justes, eux, ils veulent que devant la loi, cet homme réponde de ces accusations. Attendite, qui vient de ad tendo, tendo pour tendre, avec encore un parfait à redoublement. Ça veut rien dire, hein, ça n'a aucun intérêt, mais ça m'amuse de le préciser à chaque fois. Et ad tendo qui
a le sens de tendre vers physiquement ou de tendre son esprit. On s'attend à quelque chose. Soyez attentifs, hein, c'est un peu l'idée. Et vous avez de façon parfaitement naturelle un D et un T avec une assimilation du D en T pour des règles que je ne vais pas énoncer ici. Donc, on aura un accusatif comme complément, la plupart du temps, ou ad avec un accusatif tendre vers un endroit. Attendite etiam. Mon adverbe de coordination etiam, attendez, même, attendez de voir. Attendez de voir, quem ad modum dicam, hein. Quem ad modum dicam, ce que je vais dire. Attendez de voir ce que je vais dire. Enim complector omnia. Alors, encore un adverbe de coordination. Sachez que enim, normalement, lui on critique, là je l'ai mis au début pour faciliter la traduction, mais que nam, lui, se mettra plutôt en tête de phrase. Enim complector omnia. Enim, en fait. En fait, complector, c'est embrasser, ça a donné plexus, compliqué, c'est pas le même play que tout à l'heure, là c'est vraiment le play de compliqué, le pli. Donc, complector, j'embrasse, c'est-à-dire je saisis par l'imagination, hein. Je saisis l'ensemble de l'affaire, vraiment j'énonce l'ensemble de l'affaire. Causa non verbi neque criminis augendi. Pourquoi est-ce que je vous mets quand même causa à la fin et pas au début? Alors, causa est un terme qu'on va traduire par au motif de, et plus simplement par pour. Et causa demande un complément au génitif. Bon. Et très souvent, on va se retrouver avec un verbe qui est ici, avec un adjectif verbal, augendi. Bon, augendi, alors, causa augendi creminis, neque creminis, non verbis. Et cet ensemble, on va le traduire par... de fait, je n'embrasse pas l'ensemble de l'affaire. Causa augendi, pour grossir, je vais revenir sur augeo, terme hyper important de la culture latine, pour augmenter, pour grossir le trait. Alors trait, c'est pas assez précis. Verbum, verbi, verbum, faut l'entendre au sens de discours, hein, pour exagérer le dire. Hein, causa augendi, je ne le dis pas pour exagérer le dire, non pas pour exagérer le dire, et pas pour aggraver le grief. Augendi creminis, aggraver le grief. Augendi verbi, aggraver le dire. Vous voyez, c'est la fin du cours, là je commence à fatiguer. Augeo, qu'est-ce que c'est augeo, auges, augere? C'est un terme qu'on retrouve dans augure et qui signifie augmenter. D'accord? Par exemple, dans le mot auteur, eh bien, le mot auteur vient de augeo, enfin il a la même racine, et un auteur c'est quelqu'un qui augmente la tradition qu'il reçoit. Il augmente la tradition qu'il reçoit. On a une formulation typique, alors là encore c'est pour les étudiants, par exemple, magister auget discipulum scientia. Le maître, littéralement, le maître augmente le disciple en science, dans la science, et plutôt en connaissance. Hein. Scientia, là, c'est une grosse bêtise. Vous ne traduisez pas scientia par science, le terme de science a complètement changé de sens à la fin du 19e siècle, ça veut plus du tout dire la même chose. Pour nous, ça veut dire la sagesse, ou ça veut dire l'ensemble des connaissances. Augeo aliquem aliquare, voilà. Augeo plus accusatif, plus ablatif. Alors, crimen criminis c'est un faux ami, ça ne veut pas dire le crime, ça veut dire le grief ou l'accusation, voilà, je vous l'ai noté là. Donc je n'embrasse pas toute l'affaire pour grossir le discours ou aggraver et aggraver le grief. Cum dico, cum avec
Un indicatif signifie lorsque, hein, je ne fais pas ça. Cum dico istum reliquisse nin rerumeius mod in tota provincia. In tota provincia, on le connaît dans la province entière. Cum dico, lorsque je dis, on sait que dico est un verbe de parole et qu'il attend un complément à l'infinitif. Donc, soit on n'est pas surpris de voir un infinitif, soit on n'a pas trouvé et on le recherche. Et là, vous allez me dire... Alors, j'ai oublié de prévenir au début du cours. Je ne vous ai pas mis... Ah, voilà ce que j'ai oublié. Je ne vous ai pas mis la légende de mes couleurs. C'est la même que dans les autres vidéos. Je souligne le sujet. Hein. Le bleu est à l'accusatif, le verbe est en rouge. Bon, vous l'avez vu, je ne sais pas ce que c'est. Cette couleur est un génitif et cette couleur cette couleur est un ablatif. Istum est souligné. Normalement, les mots que je souligne sont des sujets. Je n'en souligne pas beaucoup parce que le latin n'exprime pas toujours le sujet. Mais là, j'ai souligné un accusatif. Eh bien oui, je l'ai souligné parce que dans une proposition infinitive, le sujet est à l'accusatif. Iste, ista, istum, on l'a vu. Iste, ce type, c'est très péjoratif. Donc lorsque je dis que ce type, iste, reliquisse, a laissé, nihil, rien, qui prend un génitif partitif. Alors en français, on va pouvoir traduire par n'a laissé aucune chose, n'a rien laissé, effectivement, ça peut passer, mais sachez que pour dire ne rien du tout, on met minimé. Je ne sais pas si je vous l'ai écrit, on utilise minimé le plus souvent. Et que nihil en latin se construit, retenez la construction en tout cas, nihil prend un génitif partitif. Rien parmi les choses et ius mandi de ce genre, donc tous ces objets précieux. Donc j'exagère pas, etc. Lorsque je dis que ce type n'a rien laissé parmi les objets de ce genre, parmi les objets d'art de ce genre, on pourrait peut-être appuyer un petit peu en français, dans la Sicile entière, scitote, sachez impératif futur, mais loqui latine, non accusatore, sachez que loquor, loqueris, loqui, loquor, loqueris, loqui, attention, ce verbe a des désinences passives. Sachez que moi, je dis, donc je dis, je parle latine. En latin, non, j'ai envie de dire en langue accusatoire. Hein, non accusatoirement. Qu'est-ce que c'est que ce latiné et que ce accusatore et pourquoi est-ce que je n'ai pas traduit par sachez, moi, je, comme je le faisais avec ego quand j'ai appuyé? Eh bien, parce que ici et là, dernier élément sur la proposition infinitive, eh bien, le sujet est exprimé en latin. Il est exprimé à l'accusatif. Donc j'ai mis au lieu de ego. Et comme il est obligatoirement exprimé, eh bien à ce moment-là, je me retrouve avec meloqui. Ok? Meloqui. Et je n'ai pas à appuyer. Sachez que je m'exprime en latin, non sur un ton accusatoire. Alors j'ai latinus, effectivement, j'ai des adjectifs qui sont à l'ablatif. Quand on cherche dans le dictionnaire, on peut dire que ce sont des adverbes figés. Voilà. Dans le dictionnaire, je peux trouver accusatorius, mais je peux aussi trouver accusatorié, tel quel. Donc sur un ton accusatoire, tiens, j'ai inversé de touche. De manière accusatoire. Je vous parle bien en latin, hein. Pas, je vous parle normalement. Hein. Je pourrais dire, je vous parle normalement en latin, pas sur un ton accusatoire. Je vous dis les faits, là. Hein. On n'a pas commencé, en fait. Vous allez voir quand on va commencer ce que ça va donner. Il y a tellement de sous-entendus dans la rhétorique de Cicéron.
Et c'est simple, c'est tellement simple, et c'est d'une efficacité. Alors attention, loquo reprend un accusatif. Quand on parle d'un sujet, c'est un verbe déponent, j'aurais dû le préciser, c'est un verbe déponent, donc des désinences passives, mais un emploi actif accusatif. Donc quand je parle d'un sujet, je parle de quelque chose, je mets simplement un accusatif, très important pour le terme, et quand je parle avec quelqu'un, ou quand je parle d'une certaine manière, eh bien pour kumaliko, j'utilise un complément d'accompagnement en fait. C'est précisé dans l'ICO, mais c'est un complément d'accompagnement pour parler avec quelqu'un. Et j'utilise un ablatif de manière, par exemple, latinée, pour dire la façon dont je parle. C'est pas la façon dont je parle. L'objet de mon discours accusatif, la façon dont je parle, je peux mettre un accusatif de matière. Magnus Wider dicere. Je vous semble dire des énormités. Attendite etiam. Attendez encore. Quamad modum dicam. Attendez encore d'entendre. Je pourrais rajouter un peu la manière dont je vais parler. Mais non enim verbi neque cremis augendi causa. Ce n'est pas pour... Alors le présentatif en français, ce n'est pas pour quand l'orateur met en valeur certains termes, usez-le, abusez-le, c'est du qui, etc. Ce n'est pas pour... C'est le causa que je traduis par pour. Ce n'est pas pour enfler mon discours ou alourdir le grief que j'embrasse toute la question, que j'embrasse toute l'affaire. Cum dico, lorsque je dis que ce type n'a rien laissé parmi les objets de ce genre dans la province entière, je ne parle, sachez-le, je ne parle pas, sachez-le, sur un ton accusatoire, mais bien en latin commun. Bien en latin commun. Etiam, alors, est-ce que je vous l'ai fait? Oui, etiam planius nilina edibus cuius quam nein oppidis quidem nilin locis communibus nil fanis quidem nina apud siculum nina apud quivem romanum denique nilistum quod ad oculos animumque acciderit neque privati neque publici neque profani neque sacri tota in siciliam reliquisse. Et là il nous met le tota avant. Il peut le faire. Le nom reste dans la proposition. Il peut le faire. Donc il le met tota. Mais alors là, vraiment, on appuie à un degré. Alors. Etiam planius. Je l'ai mis au début. On va aller vite. On sait traduire. Là, on est chauffé. On a vu Nil. Ouais, je vous ai pas laissé le temps de réfléchir. C'est pas grave. On n'a plus le temps. Excusez-moi. Nil. Et je vous ai mis un dico entre parenthèses à... Ah, vous allez comprendre pourquoi. Là, on a un petit problème ici. J'aurais dû vous laisser le temps de réfléchir, en fait. On a un petit problème au niveau des verbes. J'ai un verbe qui est là. Il est dans une proposition avec un quad au début. Je remonte et je trouve un quad. Bon, il doit être lié au quad. Il doit être lié à ça. Je continue. J'ai un infinitif. Bon, il est où le verbe principal? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez comprendre pourquoi. Planus etiam. Planus, plan en français, à comprendre au sens de clair. Ici, il y a un suffixe en ius. C'est le suffixe des comparatifs neutres, qu'on peut laisser tel quel. Je vous note qu'il a un sens adverbial. Je ne vous ai pas noté, mais vous le retiendrez. Qu'on traduit à ce moment-là par plutôt, assez, plus l'adjectif. C'est plutôt clair, c'est assez clair. Dico, je dis. En réalité, mon verbe est sous-entendu. Ici, on a bel et bien du discours indirect. Bon, Cicéron rapporte les paroles de Cicéron, je dis que c'est plutôt cocasse comme discours indirect, c'est encore un procédé pour appuyer ce qu'il va dire, mais le dico est sous-entendu. Alors là, c'est quelque chose d'extrêmement
courant en latin le discours indirect avec un verbe introducteur qui est sous-entendu. Dico istum, mais là c'est clair, hein, c'est très clair pour l'auditeur, ça n'est pas une espèce euh, de coquetterie rhétorique pour brouiller un peu les choses. Non, non, c'est tout à fait clair, l'auditoire comprend tout à fait, et ça lui évite de répéter. Au contraire, c'est même pour l'auditoire latin, c'est plus limpide, pour nous c'est plus casse-tête. Et pour les journalistes qui écrivent, c'est plus malin. Bon. Attention aux journaux, attention aux discours directs et indirects dans les journaux. On ne sait pas qui parle comment très rapidement. Alors, dico istum reliquis, et je dis que ce type, je dis istum reliquis, c'est n'a laissé. C'est le verbe relinquo. Est-ce que je vous l'ai mis quelque part, le verbe relinquo? Je vous l'ai pas mis, c'est pas grave. Euh, relinquo qui au parfait perd la nasale N. Enfin, je devrais dire plutôt le contraire. Je devrais dire qu'au parfait, l'infinitif in reliquis, c'est qu'au présent, j'ai relinquo, j'ai une nasale qui s'ajoute. J'étais très juste, peu importe. Je dis que ce type, sujet à l'accusatif, n'a laissé ni rien, plus génitif partitif, rien. Et on retrouve quisquam avec le quam qui est invariable et le quis qui va se décliner en cuius. Bon, alors là, vous voyez vos déclinaisons. J'ai un pronom, naturellement, il a un génitif en ius. Rien de ces objets, on va dire de ces objets, rien de ces choses, rien de ces œuvres. Bon. In aedibus ne in oppidis quidem in aedibus. Alors attention, aedes. Aedes au singulier veut dire temple. Et là, vous refermez le dictionnaire, vous vous trompez. Au pluriel, il veut dire maison. Il veut dire maison. C'est comme copia qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez une petite série de mots comme ça, mais on les retient très facilement. C'est comme littera. Littera, c'est une lettre qu'on trace. Litterae, c'est l'épître. La lettre qu'on envoie. Bon. In aedibus. Dans les maisons, neopidis quidem. Nequidem a deux traductions. Il y a soit pas même, soit pas non plus. Alors nous, on va faire une bonne formule. In aedibus, ne in oppidis quidem, non plus que dans les villes. Nil in locis communibus. Dans les, j'ai presque envie de dire, dans les places publiques. Rien dans les places publiques. Nephanis quidem. Non plus dans les lieux sacrés. Non plus que dans les lieux sacrés. Je vous l'ai mis, la Fani, c'est le lieu sacré en général. Hein. D'accord. Et comme Munis est formé à partir de coup, mais Munus Muneris, ça a le sens de don, mais ça a plutôt le sens vraiment du don qu'on donne hein, vers le. Voilà. Et ça vient d'une racine qui signifie d'échange. D'échange. Là, ça s'est spécialisé dans le don. C'est l'endroit où on échange, hein, comme ça, les uns avec les autres, librement, les paroles, les objets, etc., voire où on commerce. Et ni apud siculum, ni apud quivum romanum, apud est une préposition qui demande un accusatif et qui veut dire chez. On trouve auprès de, hein, dans le dictionnaire, dans les grammaires, chez, tout simplement. Donc, chez les Siciliens, hein, vraiment les habitants du pays, rien apud quivum romanum. Romanus c'est un adjectif, rien chez le citoyen romain qu'on va traduire par chez le romain. Utiliser quivum avec un adjectif, j'allais dire de nation, non, j'allais dire un gentilé. Est-ce que ça se dit gentilé? Je ne me rappelle plus, pour les noms de villes. Oui, peut-être. Avec un nom, un adjectif de ville, de pays, etc., ça permet d'éviter de dire sicilien, ça permet d'éviter d'employer un seul nom. Sicilien, italien, etc. On met citoyen romain. Voilà, donc nous on traduit par chez le romain. Et en thème, vous utiliserez kiwim plus l'adjectif. Autre chose, oui, on a une opposition entre kiwis et hostis. En fait, c'est mieux quand j'écris moins de choses, vous voyez. Écrivez peu de choses dans vos notes, mais là j'en écris beaucoup parce que c'est pour vous, et du coup ça me trouble, il faut pas écrire beaucoup de choses, je le fais pour vous. Kiwi s'est opposé à hostis, qui veut dire
l'ennemi ou l'étranger. Au départ, hostis voulait dire l'étranger. Les Romains, au tout début de Rome, parlaient en fait des gens qui étaient autour de la ville de Rome, tout simplement. Bon. Et puis, avec l'extension de Rome et les guerres locales, eh bien, contre qui les Romains se sont-ils battus? Contre les populations qui étaient dans l'entourage. Et alors, à ce moment-là, hostis change de sens et devient l'ennemi. Vous voyez que la langue suit la réalité. Et c'est pas en transformant la langue qu'on réussira définitivement à changer la pensée des gens. Enfin bref, je m'arrête là sur la polémique des Nikwe. Enfin, Nig quod adoculos animum quidem. On verra un autre adverbe pour dire enfin dans un autre discours de Cicéron. Là, c'est un enfin qui arrive à la fin d'une énumération, bien sûr, des Nikwe. Nil quod adoculos animum quideret. Accidit ut signifie il n'arrive que je ne voulais pas mis, vous pouvez le noter. Accidit ut, il n'arrive que. Ça vient de ad cadeau. C'est comme quand on dit tomber sur quelqu'un, ça a le même sens. Je vous ai dit que sous les yeux c'est ante oculos, on peut dire ad oculos, qui est particulièrement juste parce que là c'est vraiment les choses qui arrivent sous son œil. Comment je traduis ça? Quod, pronom relatif tout simple. Enfin, qui, quoi et quod. Qu'est-ce qu'il a comme antécédent? Nil. Rien qui est tombé. Rien qui a pu tomber. Ok? Rien qui est tombé. Ad oculos animumque. Sous ses yeux. Animumque. Ça a le sens d'âme. Bon. Là, on a deux manières de voir la chose. Deux manières. Soit on peut parler d'attention, quand l'âme s'oriente vers quelque chose, donc sous ses yeux et son attention. On peut le dire comme ça. Ou alors on voit vraiment cela comme plus fort. Hein, on prend l'âme, toujours dans son principe d'animation, comme le courage, le désir, hein, sous ses yeux et son envie. On pourrait le dire comme ça, sous ses yeux et son attention, ou bien sous ses yeux et son envie. Neque privati, neque public. Ni privé, ni public. Et on retrouve des génitifs. Donc là, l'enseignant peut vous dire, mais alors, privati, qu'est-ce que c'est? C'est quel cas? Ah, c'est génitif. Ouais, c'est génitif de quoi? Je sais pas. Bon, génitif, partitif, complément de nihil. Que ce fut, donc, neque privati, neque publici. Nous, on dira, ni un objet public, ni une affaire publique, ni privé, ni objet public, ni privé, ni profane, ni sacré. Pour rappel, fanus, on a vu tout à l'heure. Fanus, c'est le lieu sacré. Profanus, c'est un adjectif qui signifie devant le lieu sacré. C'est ça, profane, c'est devant, donc à l'extérieur. Neque sacré, ni parmi les objets sacrés. Tota insikidia, il ne respecte rien. On est dans la transgression ultime du privé, du public, selon la loi, du profane et du sacré, selon la loi dans ce qu'elle a de plus sacré. Il n'y a pas de limite, il transgresse les espaces, il transporte les choses, c'est terrible. Tota insikidia. Dans la Sicile entière. Pour bien traduire, je devrais hausser le ton à entière. Parce qu'en français, je ne peux pas dire entière dans la Sicile, c'est quand même un peu compliqué. Je vais vous traduire tout le texte en entier. On en a fini, on a bien bossé. Alors, vous suivez en latin, je traduis en français. J'en viens à présent à ce que, comme il le dit lui-même, ce type appelle sa passion. Comme ses amis le disent, sa maladie et sa démence. Et comme les Siciliens le disent, son brigandage. Quant à moi, quel nom par quel nom je vais l'appeler, de quel nom je vais l'appeler, je ne le sais pas. Je vais vous proposer
l'affaire, vous, pesez-la selon son poids, non pas selon son nom. Auparavant, sachez quel genre d'homme il est, juge. Ensuite, ce n'est pas avec un grand effort que vous chercherez de quel nom vous pensez qu'il faut l'appeler. Je dis que dans la Sicile entière, province si riche en terre et si ancienne, avec tant de villes, tant de maisonnées, si riches, il n'y eut pas un vase en argent, un vase de Corinthe ou de Délos, pas une pierre précieuse ou une perle, quelque objet de facture, pas quelque objet de facture en or ou en ivoire, pas une statue en bronze, en marbre, en ivoire, je dis qu'aucune image, ni sur bois, ni sur tissu, qu'il n'y eut aucune image, ni sur bois, ni sur tissu, qu'il ne rechercha avidement, qu'il n'inspecta, et si elle lui plut, qu'il n'enleva. Je parais dire des énormités. Attendez encore d'entendre ce que je vais dire. Ce n'est pas pour grossir, ce n'est pas pour enfler mon discours ou alourdir le grief que j'embrasse toute l'affaire. Lorsque je dis que ce type n'a rien laissé des objets de ce genre dans la province entière, sachez que je parle bien en latin courant, non sur un ton accusatoire. Encore plus clairement, rien parmi les maisons, rien des objets de ce genre, parmi les maisons, non plus que chez l'étranger, rien dans les lieux publics, non plus que dans les lieux sacrés, rien chez le Sicilien, non plus que chez le Romain, enfin, rien de ce qui tomba sous l'œil et l'attention, sous le regard et l'attention de ce type, ni une chose privée, ni un objet de possession privée, ni public, ni profane, ni sacré, il ne le laissa dans la Sicile entière. Je vous remercie d'avoir supporté mes maladresses, mes hésitations, et surtout lorsque je m'en mêle les pinceaux sur Quizquam, j'ai un peu honte, je vous jure que j'ai un peu honte de m'être trompé là-dessus. Ago gratias tibi, je te remercie. Oui, on ne vous voit pas en latin. Je vous remercie. J'aurais pu dire Ago gratias vobis. Je vous remercie vous tous. Et on n'est pas obligé de dire Ago. Et voilà quoi. Ah oui, d'accord. Oui, donc ok, c'est là. Oui, ok. Au revoir. Voilà. Je vous remercie. Il faut que je m'arrête. Il faut que j'apprenne à m'arrêter.